D'habitude, franchement, je bois pas du rhum à 15h30, tu vois. Mais là, maintenant, c'est de la résistance politique picolée, tu vois. Quand t'entends Guérini qui te dit que on remet le couvre-feu à 18h parce qu'il faut contrer l'effet apéro, tu dis, ouais, c'est vrai que la France de ce début d'année 2021 respirait trop la bonne humeur et la joie de vivre. Il fallait que le gouvernement intervienne, il fallait mettre un peu un holà à tout ça, tu vois. Trop de rire, trop de sourires dans les rues, derrière les masques, on devinait encore du sourire. Attends, on me file un truc là. Tu veux t'asseoir ? Je vais aller bosser, je pense. D'accord, ah d'accord. Du coup, vous avez ouvert le rhum ? Parce que, donc là, il y a mon DIRCAB, je vous en parlais tout à l'heure, qui vient d'arriver pour me passer un papier. Il se demande pourquoi on boit le rhum. Parce que maintenant, boire du rhum à 15h30, c'est de la résistance politique. Évidemment. Tu vois, on contre l'effet apéro. Le contre-effet apéro. Ah bah oui, tu vois, avant on picolait juste. Maintenant on résiste. Paf, couvre-feu à 18h. Bon. Bah, bon apéro. C'est un peu solitaire comme apéro. Mais non, il y a Sylvain, mais tu peux t'y mettre. Viens, assieds-toi. Tiens. Merci. Voilà. Attends, je suis pas prêt là. Franchement, c'est une bonne image pour un politique, tu penses ? Parce qu'ils essayent un peu de gérer mon image, il y a du mal, mais... En tout cas, tu vas trouver pas mal d'alliés là. La tienne. Bon, moi de toute façon, je suis sorti des vacances de Noël, normalement ça aurait dû me calmer, mais au contraire, ça m'a énervé, quoi. Me dire, punaise, ils nous ont fait le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le redéconfinement. Là, on va peut-être avoir le droit au reconfinement. On t'a fait le couvre-feu à 18h, couvre-feu à 20h, retour au couvre-feu à 18h. On t'a fait les commerces ouverts, commerces fermés, commerces rouverts. On te dit que les théâtres et les cinémas ils vont rouvrir 2 jours après, finalement ça rouvre pas. Putain. Et alors, finalement, les décisions en soi, on a du mal à les critiquer. Parce que, est-ce que c'est bon sur le plan sanitaire ? Qu'est-ce que ça va changer ? On n'a pas les discussions avec les épidémiologistes. On a des stats qui nous parviennent des agences régionales de santé, mais pas plus que ça. Donc on a une maîtrise qui est très très partielle de tout ça. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que on a le sentiment d'être des pantins plutôt que des citoyens dans tout ça. Moi, c'est le fond du truc, c'est que jamais j'ai ressenti autant la puissance du politique, et en vérité d'un homme tout au sommet de l'État, qui arrive à pénétrer jusque dans ton intimité pour te dire, ça y est, maintenant, une bonne pipe, une soupe et au lit à 18h, quoi. Non, la pipe, c'est pas ce que tu penses, Paul, c'est... Attends, mais je coupe. Hein. Vive le montage. Donc, et là, on a le sentiment presque d'être un joujou entre leurs mains. Ils peuvent te dire, tu vois, 1 mètre de distanciation, et d'ailleurs, on avait vu des papiers dans la presse, c'était encore Édouard Philippe et son cabinet, quand ils avaient dû régler que c'était à 1 mètre de distanciation, il y avait une certaine jouissance qui était décrite dans les articles, dans le fait de pouvoir déterminer comme ça, ce qui s'est jamais vu dans l'histoire, la distance qu'il va y avoir entre les êtres humains. La possibilité de couper les relations, je sais que c'est un truc qui m'obsède, je le répète, mais entre les petits-enfants et les grands-parents. C'est du jamais vu dans l'histoire, et ça s'est fait sans discussion. Quand est-ce qu'il y a eu un débat sur ça ? Jamais. Mais tu sais, je regarde avec mes gosses des films sur la guerre, là, Un sac de billes, Paris brûle-t-il, des trucs comme ça. Mais t'as pas de couvre-feu à 18h ? Quand est-ce qu'il y a eu un couvre-feu à 18h dans notre histoire ? Qu'on me le dise, je sais pas trop. Je sais même pas si pendant la guerre d'Algérie, le couvre-feu il était à 18h. À mon avis, il devait être à 22h. C'est peut-être la première fois dans notre histoire que ça se fait. Je mets en discussion le fait que ça se fasse, mais je mets surtout en discussion le fait que ça se fasse sans discussion. Sans qu'il y ait de lieu de débat où ça se produise. C'est pas l'Assemblée nationale, moi j'en ai pas vu de débat à l'Assemblée nationale sur ces questions-là. Bon, on a voté l'état d'urgence, à partir de ce moment-là, ils font ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas de lieu alternatif de débat pour discuter de ça. Donc c'est... Voilà, ça rejoint un truc que j'ai fait cette semaine. J'ai décidé, là, en termes de méthode, oui, en vue de la présidentielle, même si je ne suis pas candidat, j'avais déjà dit, mais bon, là, apparemment, ça fait une dépêche, mais en profiter pour combler un certain nombre de lacunes que j'ai dans
Non, j'ai quand même des gros trous dans ma raquette. Je suis bon sur le terrain économique et social, je pense, écologique, mais en revanche, sur le terrain des affaires étrangères, du droit ou là des institutions dont je vais parler, je suis pas terrible. Donc j'ai décidé d'y aller, me rajouter des briques à mon mur à l'occasion de l'année qui nous mène là vers l'élection présidentielle. Et j'ai travaillé sur la constituante. La constituante et moi. Donc c'est personnel, mais au fond, moi je suis assez attaché aux histoires personnelles parce que je pense que ça rencontre l'universel. Donc dans ce que je vais raconter, il y a peut-être des moments où vous vous reconnaîtrez dans votre parcours politique et ainsi de suite. Bon. Qui est un problème avec la Ve République, le poids du président. Sur le plan théorique, j'en étais d'accord depuis longtemps. Par exemple, quand le 29 mai 2005, on vote contre le traité constitutionnel européen et que derrière ça revient par Lisbonne et que boum, ça nous est imposé, aussi parce que les députés de l'époque de droite et socialistes, ils ont voté pour. Mais bon, on voyait bien que y a un problème institutionnel quand il y a ça qui se produit. Et donc, à la suite de cet événement-là, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont mis à écrire, à se former en atelier constituant et tout ça. Mon regard était un peu distant. Je dis pourquoi. Parce que il n'y a aucune révolution qui a éclaté dans l'histoire en disant « On veut une nouvelle constitution, on veut changer le droit d'autres institutions ». Tu vois, ça, il y a peut-être des profs de droit qui feraient la révolution pour ça, mais en dehors, c'est pour des raisons fiscales, c'est pour des raisons sociales que ça surgit. En même temps, je me disais, bon, s'il y a des gars qui travaillent là-dessus, et qu'au moment où il y a une crise qui apparaît, qui se traduit en crise institutionnelle, au moins, on aura un plan de sortie qui sera à notre disposition pour plus ou moins agir dans cette direction. Tu vois. Après, il y a une autre raison de la distance, c'est que il y a un risque de s'enfermer dans les textes de loi, et de finir par confondre les textes avec la réalité, et de lutter pour la transformation des textes, plus que pour lutter pour la transformation sociale en tant que telle. Donc voilà, je regardais avec sympathie, mais sans me sentir engagé à l'intérieur de ça. Puis il y a des événements qui font mûrir. Par exemple, quand François Hollande décide, alors il a fait plein de trucs qui n'étaient pas dans son programme, mon adversaire c'est la finance, et puis finalement je te fais la loi travail, je te fais le crédit impôt compétitivité emploi, je te fais OK avec le pacte Sarkozy-Merkel, mais alors, un truc symbolique qui moi m'a heurté dans mon cœur quelque part, c'est quand il décide en une nuit de redessiner les régions françaises. Et paf, la Picardie qui existe depuis le Moyen-Âge et même avant, tu vois, qui était la grande nation, c'était la nation picarde au nord de la France, parce que François Hollande a décidé pour un petit coup politique de dire, bon, allez, je vais les envoyer se bagarrer sur les départements et les régions, et comme ça, ils me laisseront tranquille sur le social, et ben tu te retrouves avec une nouvelle carte de France, avec une disparition de la Picardie, du nom Picardie, et le déplacement de toutes les institutions d'Amiens vers Lille. Par le désir d'un président qui est automatiquement validé par sa majorité de Valais à l'Assemblée, parce que les Playmobil, grosso modo, ça n'a pas commencé avec Macron, on avait des Playmobil socialistes auparavant. Bon, donc là, tu vois le problème des institutions et de la toute-puissance du souverain en haut. Évidemment, les Gilets jaunes, c'est un autre moment qui porte ça. C'est-à-dire comment, aussi rapidement, en 2 mois, on a ce qui est de part une crise fiscale, puisque c'est la taxe sur le gasoil qui est l'étincelle qui allume le feu, qui s'approfondit en crise sociale et qui se traduit par une crise démocratique. Comment ça se fait que c'est un homme seul qui décide pour nous en haut et qui aboutit sur la proposition de RIF, référendum d'initiative citoyenne. Donc là, j'ai vu déjà comment il peut y avoir un écho populaire, un écho large à des préoccupations institutionnelles qui étaient du coup pas le fait seulement des juristes. En même temps, je pense que se concentrer sur le RIC a été une force parce qu'il y avait une proposition de débouché, et je pense qu'on a perdu un certain nombre de personnes aussi au passage, qui étaient là plus directement sur des revendications sociales, sur les contrats emploi et solidarité, sur des choses comme ça, et qui sont peut-être moins reconnus dans cette démarche-là ensuite. Mais voilà. Et pour moi, la crise sanitaire vient encore
approfondir cette crise démocratique. Parce que là, je sens comment, dans ma vie privée, non plus dans ma vie publique avec les hôpitaux, les écoles, qu'est-ce qu'ils deviennent, la région Picardie et tout ça, mais dans ma vie privée, il y a un homme qui peut me dire un jour « allez au théâtre » et qui, 3 jours plus tard, ferme les écoles de mes gosses et me dit que j'ai plus le droit d'aller pisser à plus d'1 kilomètre de chez moi, qu'il me faut un Ausweis pour sortir, que ça y est, à 18h ce soir, je pourrais plus aller sur le trottoir devant chez moi ou faire mes courses, enfin tu vois, ou alors peut-être qu'il y a des papiers là, il y a des papiers à remplir, je sais, on sait pas, bon ben voilà, on sait pas, bon, ça montre l'hyperpuissance d'un homme, chef de l'État, dirigeant l'État, et étant capable de développer toute cette puissance-là face aux citoyens, alors qu'il se montre, on l'a répété, mais une carpette face aux entreprises. Donc là, pour moi, c'est un approfondissement de la crise démocratique, mais si je veux être pas seulement honnête, si on veut regarder la situation en face, c'est que cette lecture-là n'est pas une lecture partagée dans la société. Et donc, on a cette difficulté que, au fond, il y a une tentation de plutôt remettre le pouvoir entre les mains d'un homme pour qu'il décide pour nous, et que dans un temps de crise comme celui-là, il y a ce réflexe-là aussi. Donc il y a moi et vous, j'imagine, et un certain nombre d'autres personnes qui désirent qu'il y ait une convention citoyenne sur le coronavirus, que l'Assemblée soit consultée, qu'on soit partie prenante des décisions qui sont prises en tant que commerçant, en tant que salle de cinéma, en tant qu'étudiant, qu'on puisse décider de ce qu'on fait ou pas dans nos vies. Et puis, il y a, et peut-être même chez les mêmes individus, un désir aussi de confier, pour éviter des morts, le destin de la nation entre les mains d'un seul homme. Tu vois, il y a une espèce de tension comme ça, qui est peut-être aussi une tension qu'on pourrait dire entre le court terme et le moyen terme, un court terme dans lequel il y a des mesures à prendre, et un moyen terme dans lequel il faut s'organiser avec ça, mais comme on ne pense pas le moyen terme, et ben on est réduit en permanence à avoir du court terme avec de l'autorité et pas du moyen terme ou du long terme avec du partage. Je dis du long terme parce que je pense qu'au fond ces crises, il va falloir s'habituer à vivre avec. Peut-être pas forcément le masque, ainsi de suite, mais quand tu vois que là, tu as la conjonction du Covid, des variants du Covid et de la grippe aviaire, parce que si jamais il n'y avait pas les deux premières, on parlerait énormément de la grippe aviaire. On n'en parle pas parce que c'est masqué par cette crise majeure, quoi. Mais quand tu as tout ça en même temps, c'est plus seulement un effet de coïncidence. Ça devient un effet peut-être de système, c'est-à-dire réchauffement climatique, crise écologique, qui conduisent à la multiplication de ça. Est-ce que, donc, au nom de ça, il va falloir s'habituer à éliminer la démocratie pour vivre, au fond, avec un dictateur qu'on élit tous les 5 ans. Hein. C'est les Gilets jaunes qui écrivaient ça sur leur chasuble. Faire l'amour une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. Quand, par exemple, tu as Brigitte Macron qui se balade le dimanche le long des quais de la Seine, qui voit qu'il y a beaucoup de monde au début de la crise l'après-midi, et que d'un seul coup, son mari décide de fermer les parcs et jardins parce que sa femme a vu ça, et y compris là, au parc Saint-Pierre en face de chez moi, parce que Marie-Antoinette, elle a vu ça dans son Versailles parisien, tu vois. Bon, tu te dis, waouh, quelles conséquences ça a sur ma vie. Moi, je peux plus traverser la rue et aller dans l'herbe qui est en face de chez moi parce que Marie-Antoinette, elle a vu ça à Paris. Il y a une espèce de dinguerie de ça. Et là, moi, je considère que c'est une dinguerie qu'il décide pour toute la France qu'à 18h, c'est terminé. Il n'y a pas eu de discussion autour de ça. C'est même pas la mesure en tant que telle que je mets en cause, mais c'est la manière dont se prennent ces mesures. Alors, dans le premier temps, l'an dernier, il y a 1 an, on accepte, parce qu'il y a une espèce d'effet de nécessité, on est pris par surprise. 1 an plus tard, il n'y a plus de surprise. On doit vivre avec. Donc, on peut s'organiser collectivement pour vivre avec, pour en discuter collectivement, pour voir les sacrifices qu'on est prêt à consentir, ainsi de suite. Mais là, ça n'existe pas. Alors là, le bouquet, pour moi, ça a été pendant les vacances. C'est ça qui m'a remis le punch, tu vois. Bon, j'ai écrit un petit bouquin pour pas perdre le rythme, mais
à côté de ça, t'as vu l'entretien de Macron à l'Express ou pas? Bon, il y aurait pas mal de choses à en dire sur... Il parle de la trahison des clercs, qui était un bouquin de Julien Benda à propos des universitaires, et Macron dit ça à propos des intellectuels. Moi, il est très clair que la trahison, pour moi, elle est à l'Élysée, elle est dans les ministères, et là, on a une trahison de la France, des hommes et des femmes, il n'y a pas de raison, qui se mettent au service de l'argent plutôt qu'au service des gens. Bon, mais je clôt la parenthèse. Là, qu'est-ce qu'il dit Macron dans l'Express? Le problème clé pour moi, c'est l'écrasement des hiérarchies. Cette société qui s'orientalise, ce nivellement complet crée une crise de l'autorité. Un nivellement qui crée du scepticisme, tu vois? Ce que ça dit, on est dans un moment où le mec, il arrive à décider qu'on doit être séparé d'un maître, que ça y est, à 18h, on regarde les écrans, parce qu'en fait, voilà, c'est la promotion des écrans qui se passe dans cette société-là, qu'on doit tous porter le masque. Bon, et je sais pas les mesures en soi que je conteste là, mais c'est la manière dont se prête tout ça entre les mains d'un seul homme, et il vient nous dire qu'on est dans un moment d'écrasement des hiérarchies, de nivellement et de crise d'autorité, alors qu'on est au contraire, une hyper-autorité qui a été jamais aussi forte sur notre intimité, sur nos vies privées. Mais c'est comme si ça lui suffisait pas. Et lui, si tu veux, quand moi je parle d'égalité, lui il parle de nivellement. Tout est dit. Tout est dit sur leur horizon antidémocratique. C'est quand la parole se libère sur les ronds-points et qu'on a là des ouvriers, on a des employés, on a des livreurs, on a des assistantes maternelles, on a toute une population qui se met à prendre la parole et pour la première fois arriver sur les plateaux de télévision, alors que d'habitude ils en sont exclus au profit des éditorialistes, des chefs d'entreprise, des sociologues, enfin de tous les bacs plus 5, quoi. Eh bien, à ce moment-là, Macron, ça lui fait horreur et il parle de Jojo, le gilet jaune. Tout est dit sur leur horizon antidémocratique. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut se débarrasser de la démocratie? Ou au contraire, est-ce qu'on pense que dans l'égalité, dans la parole de chacun, dans l'écoute, tu vois, dans la capacité à décider ensemble, il y a encore à faire ou pas? Et moi, je pense qu'il y a une énorme marge de progrès. Tu vois, parce que le progrès est quelque chose qui me reste à cœur, mais le progrès, c'est pas la 5G. Mais il y a une énorme marge de progrès dans la capacité de décision ensemble. Bon. Bref, cet entretien de l'Express m'a mis en forme. Quand est-ce qu'on va changer les institutions? Bon. Si tu veux, le côté j'écris à telle date. Bon, c'est dans le programme de la France Insoumise, mais là, il y a l'élection du président. Derrière, on demande au peuple français s'il veut une assemblée constituante. S'il répond oui, il y a par tirage au sort et par un vote qui se déroule en septembre 2022, donc une élection de cette assemblée constituante qui a 1 an pour y réfléchir. Puis on pose un nouveau référendum pour savoir si les Français acceptent cette nouvelle constitution qui entre grosso modo donc du coup en juin 2024 dans les faits. Bon, à la fois ça ouvre une perspective et en même temps je suis pas convaincu que c'est parce qu'on note des dates sur le papier que ça devient réalité. Je pense que puis il y a des discussions avec des historiens, des juristes et tout ça. Il y a des nouvelles constitutions quand il y a une crise et un surgissement populaire dans cette crise. 1789, 1790, 1792, puisque là on a 3 crises institutionnelles qui se succèdent à échéance très rapprochée, 1848, 1945, ce sont des moments de crise et de surgissement populaire par des biais divers. Mais donc ça veut dire que si on veut un changement de constituante, de toute façon, même si on a l'élection, c'est mon leitmotiv, tu sais, même si on a l'élection d'un bon gars, vraiment de gauche, vraiment progressiste, vraiment féministe, vraiment antiraciste et blablabla, avec tous les istes sympas, si derrière il n'y a pas un immense surgissement populaire, il n'y aura rien, ou alors des broutilles, des changements de virgule, et il n'y aura rien sur le changement des institutions non plus. Là, il va falloir une poussée populaire, tu vois. Bon. Parce que pour l'instant, les gens ont l'air d'accepter tout ça. On regarde les sondages, ça tient, quoi. Avec une forme de résignation, de on n'a pas le choix, de renoncement. Et en même temps, ça induit une souffrance qui se voit là aussi dans les sondages quand
il y a 25% des Français qui disent qu'ils sont en dépression, que c'est un taux qui a doublé depuis le mois de septembre, qu'il y a 50% des jeunes qui se disent inquiets pour leur santé mentale. Bon, on a des indices massifs. Tu vois, moi j'avais rencontré le président de l'université Picardie-Jules Verne qui me disait que sur une enquête menée auprès de 3400 étudiants, 20% des questionnaires remontés, les étudiants disaient qu'ils avaient scénarisé leur suicide. Bon, donc là, il y a cette souffrance massive. Maintenant, ce mal-être, il ne trouve pas de débouché collectif, politique, commun, contestataire. Et tu vois, ça me rappelle un peu, tu vois, donc on ouvre des numéros verts si on va mal, Nightline, je crois, pour les jeunes. On ouvre, enfin qui existait, mais on dit, ben voilà, on va mettre 3 heures de psychologue à disposition. Bon, mais ça me rappelle un entretien que j'avais fait, tu vois, c'était dans les débuts de Fakir en 2004, il y a plus de 15 ans, et où j'interrogeais en psychiatrie, donc à l'hôpital Philippe Pinel, à côté d'ici, un médecin, et qui me disait, bon, bah, tu vois comment ça fonctionne. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on avait un souci au boulot. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir son syndicat, on se bagarrait contre le petit chef qui avait pris une décision. Maintenant, que font les gens? Ils viennent me voir et puis ils prennent des médocs. Et je me demande si on n'est pas dans une société française où, au fond, au mal-être collectif, politique qui existe dans la société, il y a une réponse qui n'est pas bon, on va lutter ensemble, on va, tu vois, mais ça va être, bon, bah, on va prendre du Xanax, on va aller voir des psychologues, on va téléphoner à des numéros verts, et puis aussi, il y a un certain nombre de personnes qui vont se suicider, se laisser mourir, désespérer, glisser vers le bas, tu vois, en silence, quoi. Et donc, on a un rôle, évidemment, là-dedans. On a un rôle d'offrir un débouché politique, on a un rôle d'aller souffler quand il y a des étudiants qui, là, jeudi prochain, font une manifestation à Lyon, et bien, il faut qu'on appelle à aller rejoindre les étudiants pour la manif à Lyon, par exemple, quoi. Bon. Et j'avais un rendez-vous, il y a eu une pause au milieu du bulletin, et tu vois, là, j'ai consulté, du coup, mon portable. J'ai reçu un message d'une Salomé, 21 ans, étudiante, qui a écrit une lettre au président de la République et qui l'envoie aux députés. Je te lis un bout. Elle est en 3e année de licence art du spectacle. Si je vous l'écris aujourd'hui, c'est pour faire part de la situation des étudiants, pour faire part de ma situation. Aujourd'hui et depuis plusieurs mois, très clairement à cause des décisions que vous avez prises et continuez de prendre, Monsieur le Président, le seul chemin qui m'apparaît possible est celui de la mort. Dire que je veux mourir serait injuste. Je ne veux pas mourir, je ne demande qu'à vivre. Mais dans ces conditions, avec l'avenir qui nous est réservé, cela me semble impossible. Le suicide s'impose à moi. Bon, je lis pas la suite, mais bon, donc j'enjoins Salomé de ne pas se suicider, évidemment, et de lutter à la place de toute l'énergie qu'on peut avoir parfois à retourner contre soi en honte, en renoncement, en tout ça, à la jeter vers l'extérieur. Je le disais dans une protestation à l'Assemblée, jeunes, prenez la rue plutôt que de prendre du Xanax. Mais tu vois, ça dit tout sur un écrasement de la jeunesse. Alors nous, on en avait parlé depuis l'automne, que la crise Covid venait cristalliser un choc de génération quand même. Tu vois, quand tu as un taux de pauvreté chez les moins de 30 ans qui est 4 fois plus élevé chez les plus de 65 ans, bon, il y a un souci qui est un souci dans la durée et qui se cristallise au moment du Covid, parce que qu'est-ce que c'est le Covid? C'est, je suis désolé, on enferme les jeunes pour protéger les personnes âgées. C'est un choix de stratégie, comme ils disent, de doctrine, mais c'est un choix qui n'a jamais été discuté. Tu vois, j'ai mon fils, là, il va revenir, il n'a pas fait de hand, c'est sa passion. Il a 12 ans, c'est un gosse, et voilà, le hand, c'est sa passion. Il n'en a pas fait depuis le mois d'octobre, il a pu en refaire un mois, pendant tout le printemps dernier, il n'a pas pu en faire, et donc voilà, il est privé de ça dans la durée. Où est-ce que ça a été discuté? Jamais ça n'a été discuté. C'est un écrasement
de la jeunesse qui se traduit là, mais tu vois, pour moi, j'ai un référent. Vendredi, c'est le jour de mes courses. Je vais récupérer les gamins, je reviens, le frigo il est vide, faut que j'aille aller mettre de la soupe. Ah ouais, c'est pas des grands trucs que je bouffe. Il me faut mes gnocchis, si j'ai pas les gnocchis, je suis mort. Carrefour Market à côté. Tu passes à la caisse, qui c'est? C'est deux jeunes étudiants, tu vois que c'est de classe populaire, je suis désolé, les classes, ça se respire aussi sur les corps et tout ça, qui font ce petit boulot-là, et qui sont au service, je dis, il ne faut pas que la société de service devienne une sorte de société de servitude, mais qui sont au service de tout le monde qui passe là, avec des mini-jobs. Alors nous, on avait fait un entretien avec des sociologues, Camille Pony notamment, qui expliquaient qu'il n'y avait pas eu une augmentation du pourcentage de jeunes qui travaillaient, mais en revanche que la nature des métiers qui étaient exercés avait complètement changé. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était des métiers qui étaient liés aux futurs emplois, donc internes en médecine évidemment, mais sinon pour ceux qui faisaient du théâtre, eh ben, ils allaient faire ouvreur à la Maison de la Culture, ceux qui voulaient se lancer dans l'éducation, ils faisaient pion dans les collèges et lycées, tandis que maintenant, c'est plus lié du tout à ces univers éducatifs, culturels, animateurs, tout ça, mais c'est devenu Uber, Deliveroo, Carrefour Market et compagnie, tu vois. Et donc, là, tu as... alors nous, on a traduit ça dans Fakir, hein. Je pense qu'on a fait vraiment un super dossier avant que ça devienne le cœur de l'actu, mais pour montrer que le Covid, c'était la cristallisation, mais il y avait quelque chose qui était beaucoup plus profond. D'abord, le nœud, c'est évidemment un choc démographique. Aujourd'hui, il y a plus de 65 ans que de 18-30 ans. Donc on est dans une société qui vieillit, et le poids démographique, elle détermine où va se porter le regard politique. Qu'est-ce qui va être le groupe déterminant pour gagner une élection? D'autant plus qu'on a un facteur aggravant, c'est que les plus de 65 ans votent, et je ne viens pas leur dire de ne pas voter, de ne pas défendre leurs intérêts, mais que les moins de 30 ans ne votent pas. Et donc du coup, moi je le dis, ce que je dis là est anti-électoral. Je suis dans une circonscription qui en plus est plus âgée que la moyenne. Mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que ça soit dit. Et pourquoi? Pour construire une solidarité. Pas pour dire il faut s'en prendre aux personnes âgées, c'est pas du tout ça le propos, mais pour dire qu'il faut construire une solidarité qui existe déjà, qui pour l'instant est une solidarité familiale, à l'intérieur des familles. On aide les flux d'argent qui auparavant, dans les après-guerre, allaient des jeunes vers les personnes âgées pour leur permettre de vivre parce qu'il n'y avait pas la retraite et tout ça, se sont inversés, et maintenant on a des flux d'argent qui à l'intérieur des familles vont vers les jeunes pour les soutenir. Mais c'est évidemment très inégalitaire parce qu'il y a des familles qui ont les moyens de le faire et des familles qui n'ont pas les moyens de le faire. Qui ont le moyen de faire un petit peu, pas assez, de faire un sac de courses de temps en temps, et d'autres qui ont le moyen de payer le loyer de leurs enfants, voire qui ont un appartement, une maison sur le lieu d'études qui permet de ne pas avoir de loyer à payer, et ainsi de suite. Donc il faut passer quoi? D'une solidarité familiale comme ça, à une solidarité sociale, à une solidarité nationale, tout comme on l'a fait avec les retraites pour les personnes âgées, qu'on ait le même type de solidarité qui se construise à l'égard de la jeunesse. Alors c'est vrai que quand on entend Bruno Le Maire ce matin, il dit quoi? Il dit, bah non, à 18 ans, qu'est-ce que doit faire un jeune? Il doit travailler. Alors là, tu vois, c'est... comment tu dis? C'est, tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, tu vois pas la poutre qui attend ton œil, hein, Bruno. On va l'appeler comme ça. Pourquoi? Le gars... En plus, je ne devrais pas le dire, mais c'est un ministre que j'aime bien. Alors là, tu vois, là, les commentaires sur YouTube qu'on va avoir. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est le seul ministre qui est de droite, il assume son idéologie et tout ça, mais qui, dans l'hémicycle, te répond. Avec qui il y a de la rhétorique, avec qui il y a un débat qui s'instaure. Et quand tu es là, tu dis, bon, au moins, je vais jouer, la balle, elle va revenir, quoi. Tu vois, les autres... Tu dis un truc, ils te répondent un truc technocratique qui a été écrit par leur cabinet, qui est complètement à côté de la plaque. L'autre, tu lui parles protectionnisme, il te répond qu'il n'est pas d'accord, machin, voilà, s'il y avait sur les GAFA, mais non, vous ne l'avez pas fait, ta. Bon. Mais donc, le maire qui te dit, un jeune à 18 ans, il doit travailler. Le gars, il s'est fait Ulm, il était payé, 1300 €, il paraît, pendant tout le temps de la scolarité. Il s'est fait ensuite l'ENA. Il a été payé pendant tout ce temps-là, il a commencé à bosser à 29 ans. Bon. Et il vient dire aux jeunes, non, à 18 ans, il faut bosser. Les étudiants, vous n'aurez pas le droit d'avoir le RSA, tu vois, qui est à 580 €.
c'est un idéal pour personne, ni pour un jeune, ni pour un pas jeune, ni pour un ancien, ni pour personne que de vivre avec 580 € par mois. Et par ailleurs, moi je suis tout à fait d'accord à toutes les tranches d'âge pour prendre au sérieux le A de activité. De pas juste finir une aide et puis c'est terminé. Non, que de s'assurer que les personnes soient inscrites dans la vie sociale. Pas seulement par la recherche d'emploi en entreprise, mais tu t'occupes de tes enfants, c'est une activité. Et tu es inscrit dans la vie sociale, tu vois. Tu vas dans une association, tu es inscrit dans la vie sociale. Tu fais des études, tu es inscrit dans la vie sociale. Et c'est un investissement pour l'ensemble de la société demain, ces études-là. Donc voilà, c'est une espèce de contrepartie, on peut dire. Mais, donc voilà, il rejette ça. Alors, là où il est encore le meilleur, et puis il va falloir que je termine à un moment, quoi, mais on lui dit, c'est Bourdin, il lui dit, mais Sanofi, ils n'ont pas été fichus de créer un vaccin, tu vois, là, que répond Bruno Le Maire, qui pourrait être inquiet pour l'état de santé de la population française, si on avait déjà des millions de doses qui nous étaient livrées avec une technologie française, tu vois, ou l'outil diplomatique que ça pourrait être d'avoir un vaccin à livrer à tous les pays alentours de l'Europe, au continent africain, quelle reconquête autrement que en envoyant nos soldats, hein, que ça pourrait être dans le cœur des citoyens du monde. Mais non, Bruno Le Maire, il n'a pas de regret pour Sanofi, il dit bon voilà, on l'aura sans doute un vaccin, Sanofi dans le deuxième semestre 2021, donc tu vois déjà il fait la com de Sanofi, là, c'est ça qu'il fait, et derrière, il insiste, hein. Ce n'est pas pour autant que Sanofi ne reste pas une grande entreprise pharmaceutique avec des capacités considérables. C'est-à-dire que malgré leur plantage de merde, parce que, oui, je suis en colère, tu vois, ça m'a pas arrangé les vacances de Noël. Je suis en colère qu'on n'ait pas ce vaccin-là aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas été foutus d'administrer les doses correctement dans leurs essais cliniques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont opéré une casse industrielle depuis une décennie, une casse de la recherche, une casse du développement, la moitié de leurs scientifiques virés, qui fait qu'ils sont incapables de produire un vaccin. On se retrouve à poil sans ça, et t'as le gouvernement qui intervient pas, qui dit non, ça reste une très grande entreprise et tout ça parce que Macron et Weinberg, le président de Sanofi, sont copains comme cochons. C'est ça la vérité. Et que pendant ce temps-là, c'est les Français qui trinquent. Bon, et en fait, qui trinquent pas parce qu'on t'a expliqué qu'avec Guérini, c'est terminé de trinquer, quoi. Mais bon, on va terminer sur une blague et puis c'est tout. C'est pour te dire que je suis en forme, que là, je démarre l'année, mais je vais te la tenir jusqu'au bout, moi, l'année. Allez, j'y vais sur la blague. C'est Kamel qui me l'a envoyé. Kamel qui vient de se péter un genou. Il est camionneur à Gardanne, tu vois. Et il m'envoie tout le temps des tas de blagues, mais vraiment des tas de blagues que je peux pas vous raconter en général. Hein. C'est quoi ? C'est un médecin qui veut vacciner un Anglais, un Allemand et un Français. Il va voir l'Anglais et il dit bon, bah voilà, je viens vous faire vacciner. L'Anglais dit bah non, j'ai pas envie de me faire vacciner. Mais si, tous les gentlemen le font. Ah bon, bah alors je vais le faire. Il se fait vacciner. Bon, et ensuite, le Toubib, il va voir l'Allemand, il dit bon, je viens vous faire vacciner. Oh non, ça me disait trop rien. Il dit bon, c'est un ordre. Ah, si c'est un ordre, alors là, répond l'Allemand, c'est bon, je le fais. Il va voir le Français, le Toubib, et il dit bon, voilà, je viens vous faire. Ah non, merci. Tous les gentlemen le font. Rien à foutre. C'est un ordre. Rien à carrer. Ah non, mais attends, en fait, je regarde votre dossier. Ah bah vous n'y avez pas droit. Comment ça, j'y ai pas droit ? Mais je veux me faire vacciner, tu vois. Et donc, c'est pour dire, on peut dire... Alors, Paul m'a dit, c'est l'humour de droite, tu vois, parce que comme ça, on est sérieux. Quand on raconte une blague, il faut savoir si elle est de droite ou si elle est de gauche. Mais je pense que ça signifie quelque chose, c'est que quand tu bourres le crâne des gens, ça marche pas. C'est pas en bourrant le crâne des gens qu'on y arrive. Je pense qu'en laissant le libre choix, mais au fond, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix parce que le vaccin, ils l'ont pas, les gens. Tu vois, donc on bourre le crâne des gens en disant allez vous faire vacciner. Mais d'abord, on n'a pas de vaccin français avec une technologie française. Et même le vaccin en général, on l'a au compte-goutte, donc on se demande à qui on va filer la goutte, quoi. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter ? Est-ce que je termine là-dessus ou quoi ? Il y a une BD. Ah si, là, tiens. Ah bah tant pis. Tu vois, c'est pour te dire comme je suis prêt à faire l'année. Donc il y a une BD qui est parue, qui s'appelle Palais Bourbon, sur les coulisses de l'Assemblée nationale. Je suis dedans, mais je trouve que je suis pas le plus marrant. Le plus marrant, c'est mon pote Sébastien Jumel. Et l'autre, c'est Jean Lassalle, avec sa maman, qui fait au dessinateur. Elle lui fait garder les moutons et tout ça. Et je trouve que c'est un regard sur un lieu qui, moi, m'ennuie.
et où je me demandais comment on pouvait faire une BD intéressante sur un lieu pareil. Voilà, je trouve que c'est assez drôle. Ça dit quelque chose sur notre vie démocratique. C'est peut-être un peu trop gentil avec les députés de temps en temps, mais bon, voilà. Donc, Coco Pello, Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale. Et sinon, je me suis tapé pas mal de films. Et j'ai vu The Housemaid, un film de Im Chang-soo. Bon, c'est un film coréen. C'est intéressant parce que ça raconte l'histoire d'une domestique qui se fait embaucher par des oligarques, on peut dire, coréens. Et si tu te rappelles, le grand film de ces dernières années, c'est Parasite, qui était un film coréen aussi. Alors là, pareil, Paul, où il y en avait des discussions pour savoir si c'était un film de gauche ou un film de droite. Parce que finalement, les domestiques, ils se révoltaient contre leur maître, mais ils voulaient devenir des riches à leur place. Donc, quelque part, il y avait une révolte, mais qui n'était pas un changement d'imaginaire. Donc, est-ce que c'était un film de droite ou est-ce que c'était un film de gauche? Tu vois, on est quand même... Mais, et là, pareil, une attention portée à une jeune femme des classes populaires, naïve, et qui se retrouve dans l'univers des oligarques coréens. Donc c'est une fable sociale quelque part. Et ça rappelle évidemment le formidable livre, si vous ne l'avez pas lu, profitez-en, d'Octave Mirbeau, Le journal d'une femme de chambre. D'abord, c'est un super bouquin social, de lutte des classes, de la bourgeoisie vue à travers la serrure par une femme de chambre, c'est formidable. Et ensuite, c'est un livre de cul aussi. Sur le plan érotique, je trouve que c'est assez formidable. Bon, voilà. Donc, mes petits conseils de lecture. Et puis, j'ai plein d'autres trucs à vous raconter, mais ça pourra attendre l'année prochaine. Et je me demande, tu connais mes idées à la con, hein, mais si on ne doit pas lancer un mode de résistance à travers le pays, tu vois, c'est l'apéro résistant. À 16h, devant les permanences des députés En Marche, ou devant les préfectures, un petit peu partout dans le pays, on lance l'apéro résistant. Tu vois, on se retrouve... Enfin, je sais pas, c'est une idée à la con. Hein. Je pense que quand mon directeur de cabinet va voir ça, il va peut-être le couper, mais... Ah, Stanislas Guérini. Ça